À 1h19 du matin, un petit triangle clignotant sur l'écran radar du centre de contrôle de Kuala Lumpur disparaît soudainement. Aucun signal de détresse, aucune alerte. Tout s'est résumé en 3 mots. Bonne nuit. C'est le dernier instant où le monde a eu un contact avec le vol MH310. Un Boeing 777-200ER transportant 239 personnes, qui s'est littéralement volatilisé dans le ciel d'Asie du Sud-Est, comme s'il n'avait jamais existé. Et à partir de ce moment-là, la planète entière est plongée dans la stupeur, le désespoir et le doute. Plus de 11 ans se sont écoulés. Les enfants présents à bord auraient peut-être atteint l'âge adulte aujourd'hui, si toutefois ils sont encore en vie. Des débris échoués, des enquêtes interminables, des théories fascinantes, tout cela a contribué à forger l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation moderne. Dans cette vidéo, nous allons reconstituer le vol et dévoiler les vérités dissimulées, chaque instant décisif de ce trajet fatidique, le vol MH370. Le 8 mars 2014, à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie, en cette nuit fatidique, le vol MH370, un vol international de la compagnie Malaysia Airlines, subissait ses dernières vérifications avant un trajet prévu de 5h34 en direction de l'aéroport international de la capitale Pékin, en Chine. L'avion utilisé était un Boeing 777-200ER, l'un des plus grands avions à réaction du monde. Réputé comme le modèle le plus sûr jamais conçu dans sa catégorie, équipé de 2 moteurs Rolls-Royce Trent 800. Construit à partir de matériaux composites ultra légers de pointe, le Boeing 777-200ER offrait des performances de vol remarquables, une portée exceptionnelle et une efficacité énergétique inégalée. En plus de ses systèmes de communication radio, il disposait également d'un radar secondaire transpondeur et d'un système de communication par satellite, le SATCOM. Ce jour-là, il y avait à bord un total de 227 passagers et 12 membres d'équipage. Les passagers venaient de 14 pays différents. Parmi eux, 3 citoyens français et 153 ressortissants chinois rentrant au pays. 2 passagers iraniens furent plus tard identifiés comme ayant embarqué avec des passeports falsifiés. Le commandant de bord était Zahari Ahmed Shah, 53 ans, l'un des pilotes les plus chevronnés et respectés de Malaisie, occupant également un poste important au sein de la compagnie nationale. Ses collègues le décrivaient comme un maître de la technique, avec plus de 18 360 heures de vol à son actif, dans ses années d'expérience aux commandes du Boeing 777. La vie de Zahari tournait presque exclusivement autour de la cuisine, de sa famille et des avions. Lorsqu'il n'était pas en service, il passait du temps chez lui à cuisiner ou à s'entraîner sur un simulateur de vol qu'il avait installé pour améliorer ses compétences. Il possédait également une chaîne YouTube dédiée à des projets de bricolage où il expliquait comment réparer des appareils ménagers. En apparence, il menait une vie comblée que beaucoup auraient enviée, avec son épouse et leurs 3 enfants. Cependant, selon certaines rumeurs, quelques jours avant la disparition du vol, son épouse aurait demandé le divorce après avoir découvert une liaison extra-conjugale. Le copilote était Farik Abdulhamid, 27 ans, un jeune pilote diplômé de l'Académie de l'aéronautique de Langkawi, formé rigoureusement pour devenir pilote de ligne. MH370 était censé être son dernier vol de formation sur Boeing 777. Il avait déjà accumulé 2763 heures de vol. À minuit 30, heure locale, un total de 49 100 kg de carburant avait été chargé à bord de l'appareil, suffisant pour 7 heures et 31 minutes de vol, soit 2 heures de plus que le trajet prévu. En soute, près de 5 tonnes de mangoustans et 221 kg de batteries au lithium avaient également été embarqués. Bien que cela représente un risque important d'incendie ou d'explosion, les rapports indiquent que les marchandises avaient été soigneusement emballées. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que ce type de cargaison était transporté sur un vol commercial. Selon le plan de vol, l'appareil devrait survoler la péninsule malaise en direction du nord, puis traverser la mer de Chine méridionale avant d'atteindre Pékin. À minuit 42, le MH370 reçoit l'autorisation de décoller de la piste 32R. MH370, tournez à droite, piste 32R, bonne soirée.
L'avion s'élève dans le ciel éclairé par la lune, et c'est la dernière fois que quelqu'un verra MH370 de ses propres yeux avant qu'il ne disparaisse totalement. À minuit 42 et 5 secondes, la tour de contrôle autorise le MH370 à monter à une altitude de 18 000 pieds et à se diriger vers un point de navigation appelé Igari. À partir de là, le contact radio est transféré au centre de contrôle de Kuala Lumpur sur la fréquence 132,6 MHz. MH370, montez à 18 000 pieds, cap vers le point de navigation Igari. Confirmé, 18 000 pieds en direction d'Igari. MH370, transfert radio sur 132,6 Kuala Lumpur, au revoir. Confirmé, 132,6 Kuala Lumpur, au revoir. Retenez bien le nom Igari, car il occupe une place centrale dans notre récit d'aujourd'hui. Il s'agit de l'un des rares points de navigation au monde situé à la croisée de 5 espaces aériens différents. Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam et Singapour. À minuit 46, l'avion contacte Kuala Lumpur et reçoit l'autorisation de monter à 25 000 pieds. Kuala Lumpur, ici MH370. Bonjour, MH370, montez à 25 000 pieds. Confirmé, 25 000 pieds. À minuit 50, le MH370 reçoit l'instruction de grimper à 35 000 pieds. Et MH370, montez au niveau de vol 35 000 pieds. Confirmé, 35 000 pieds. À 1h07, le commandant de bord annonce que l'avion maintient une altitude de 35 000 pieds, ce qui est tout à fait normal. Cependant, seulement 7 minutes plus tard, il répète ce même message. Nous maintenons le niveau de vol 35 000. En théorie, ce rappel est inutile. En général, les pilotes ne réitèrent une communication que pour deux raisons. Soit ils l'ont oublié par inadvertance et souhaitent s'assurer de la sécurité du vol. Soit ils suspectent un problème de radio et craignent d'avoir manqué une instruction. Le ton utilisé dans les communications était également très différent. La première fois, le commandant s'exprimait avec calme. Mais la seconde fois, sa voix semblait tendue et précipitée. Comme s'il était absorbé par quelque chose d'urgent à l'extérieur du cockpit. Pendant ce temps, le silence régnait parmi les passagers qui profitaient de ce moment pour se reposer. À 1h19 et 24 secondes, MH370 reçoit l'ordre de transférer les communications en contrôle aérien de Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. MH370, contactez Ho Chi Minh sur 120,9. Bonne nuit. Bonne nuit. Cette phrase, bonne nuit, est depuis devenue très controversée. En effet, selon les protocoles, les pilotes sont censés répéter les instructions données par le contrôle aérien afin de confirmer leur réception. Or, ici, le pilote ne le fait pas. Était-il à court de temps ou quelque chose de grave se produisait-il déjà dans le cockpit ? À 1h22, l'avion atteint et dépasse le point de navigation Igari. En seulement 9 secondes, il disparaît complètement. Le transpondeur de l'avion, l'appareil qui permet son identification par les radars civils, cesse de fonctionner. D'après les signaux des 37 dernières secondes enregistrées, l'avion a effectué soudainement un virage de 180 degrés. Quelqu'un semblait délibérément modifier la trajectoire du vol. Normalement, le pilote automatique d'un avion limite l'inclinaison des virages. Un virage aussi net, 180 degrés, indique que le pilote automatique avait été désactivé. Le moment de la disparition de l'avion n'était pas anodin. Il s'est produit précisément durant la phase de transition entre les contrôles aériens de Kuala Lumpur et de Ho Chi Minh Ville. Et oui, tout semblait avoir été planifié avec soin. La personne qui contrôlait l'appareil savait pertinemment qu'il s'agissait d'un laps de temps pendant lequel les deux services de contrôle au sol, malaisiens et vietnamiens, étaient généralement moins attentifs. On parle ici d'un trou noir aérien. Du côté malaisien, on considérait que le relais avait été transmis. Du côté vietnamien, on traitait d'autres vols tout en attendant un contact radio de la part du MH370. Ce n'est qu'au bout de 17 minutes après la disparition du vol que le contrôle vietnamien se rend compte du silence prolongé et recontacte les autorités malaisiennes. Le commandant d'un autre avion tente alors d'entrer en contact avec l'équipage du MH370 via la fréquence d'urgence aéronautique internationale pour relayer la demande du centre de contrôle vietnamien. Mais tout ce qu'il reçoit, ce sont quelques bruits parasites faibles, suivis d'un silence glaçant. Où est passé le MH370 ? Même si le transpondeur de l'appareil était éteint, le radar militaire malaisien,
qui n'a pas besoin du transpondeur pour détecter un avion, a pu suivre MH370 pendant plus d'une heure après sa disparition des radars civils. D'après les données disponibles, immédiatement après son virage à gauche, l'avion a poursuivi sa trajectoire en direction du sud-ouest, survolant la péninsule malaise. Cela lui a permis d'évoluer entre la zone d'identification de défense aérienne ADIZ de la Thaïlande et la route aérienne M765, évitant ainsi tous les couloirs de trafic aérien opposés. Il est important de souligner que l'ADIZ est une zone de surveillance aérienne militaire gérée par l'armée thaïlandaise. Cela laisse penser que la personne aux commandes avait une connaissance approfondie de l'espace aérien. Elle cherchait manifestement à éviter toute détection par les centres de contrôle aérien civil. Cette hypothèse se confirme lorsque l'on observe que l'avion a également survolé l'île de Penang, en Malaisie. Selon les informations révélées le 12 avril 2014 par des enquêteurs anonymes dans les colonnes du New Straits Times, le copilote Farik Abdulhamid aurait tenté désespérément d'émettre des appels de détresse vers le sol. Le MH370 volait à une altitude suffisamment basse pour que les antennes relais mobiles de Batu Ferringhi à Penang captent brièvement le signal téléphonique de l'un des appareils du pilote. Cependant, ces signaux étaient extrêmement faibles et se sont rapidement volatilisés. Il est également clair que les passagers et les membres d'équipage avaient été invités à éteindre leur téléphone pendant le vol. Ainsi, si quelqu'un a essayé malgré tout de passer un appel, cela signifiait très certainement qu'une situation critique était en train de se dérouler. Et si vous avez encore des doutes, attendez-vous à un autre type de signal, encore plus fiable qu'un appel téléphonique, le SATCOM. Comme beaucoup d'autres modèles d'avions, le Boeing 777 est équipé d'un système de communication satellite appelé SATCOM, capable d'émettre et de recevoir des signaux verts et depuis le sol, enregistrant l'ensemble des données du vol. Ce système est relié au réseau Inmarsat, une société britannique spécialisée dans les communications mobiles par satellite via 3 satellites géostationnaires. Le Boeing 777-200ER se connecte au réseau SATCOM via une unité appelée SDU, embarquée à bord. Mais à 1h21, lorsque les autorités malaisiennes tentent de contacter l'avion par message satellite, aucune réponse ne leur parvient. Les enquêteurs australiens supposent alors que l'appareil aurait subi une coupure de courant. Si un pilote souhaite mener une action secrète ou qu'un détournement est en cours, il peut couper l'alimentation électrique en activant le commutateur Boss Tie et l'interrupteur de contrôle de la batterie dans le cockpit. De cette manière, la quasi-totalité des systèmes électroniques de l'avion est désactivée, y compris les moyens de transmission de signal. Dans ce cas, les moteurs continuent à fonctionner normalement car ils disposent d'une source d'alimentation indépendante. Il est important de noter qu'en cas de coupure de courant, l'avion tente automatiquement d'activer une source d'énergie de secours appelée APU, groupe auxiliaire de puissance. Le pilote malveillant aurait donc activé manuellement l'APU, puis il l'aurait immédiatement désactivé pour empêcher le redémarrage automatique. Cela montre à quel point ce pirate de l'air possédait une connaissance approfondie et une expérience avancée des systèmes d'un avion. La désactivation de l'APU ne représentait aucune crainte pour lui, car en l'absence totale d'alimentation, une petite turbine avant située sous le fuselage, qui génère de l'électricité grâce à la résistance de l'air, prendrait le relais. Cette turbine permet de fournir une petite quantité d'électricité au poste de pilotage et à certains systèmes essentiels, comme l'écran de navigation ou les instruments de guidage. Bien entendu, cela n'inclut pas l'éclairage de la cabine ni le pilote automatique. À ce moment-là, l'appareil était devenu une machine fantôme glissant silencieusement dans l'obscurité de la nuit. Mais alors, où étaient les passagers et les autres membres d'équipage? Pourquoi aucun d'eux n'a-t-il réagi? Voici la réponse. Le pirate de l'air a profité du moment où les passagers dormaient pour abaisser la pression dans la cabine à son niveau minimum, afin de mieux les contrôler. À plus de 10 000 mètres d'altitude, lorsque le taux d'oxygène chute à un niveau critique, les passagers perdent rapidement connaissance et sombrent dans l'inconscience. Même si des masques à oxygène sont automatiquement déployés, ils ne peuvent alimenter les passagers que pendant environ 22 minutes. Les bouteilles d'oxygène de secours ne durent environ que 44 minutes, tandis que les réserves d'oxygène du cockpit, elles, peuvent fonctionner entre 2 et 7 heures. Après avoir neutralisé plus de 200 personnes à bord, le pirate prend alors la direction du nord-ouest, traversant le détroit de Malacca. L'appareil continue ensuite vers le nord-ouest jusqu'à un point de navigation appelé VMPI.
puis suit la route N571 en direction d'un autre point, Mekar. Après avoir survolé le sud de Mekar à 2h22, toutes les traces du vol disparaissent définitivement de tous les radars, civils comme militaires. C'est à partir de là que le pirate aérien va volontairement induire les enquêteurs en erreur, en leur faisant croire que l'avion s'est peut-être écrasé dans le golfe du Bengale ou la mer d'Andaman, alors que son objectif réel était de le faire s'écraser dans l'océan Indien, l'un des deux océans les plus profonds du globe. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le système de communication satellite de l'avion allait trahir sa position. À 2h25, le système satellite SATCOM s'est soudainement remis à fonctionner normalement. L'unité de transmission de données de vol, le SDU, a envoyé une demande de reconnexion. Cela s'est produit plus d'une heure après que l'avion ait dépassé le point Igari. Il faut savoir que le système SATCOM fonctionne selon un principe simple. Après une heure sans réception de signal, il envoie automatiquement un signal de consultation. Le fait que l'avion se soit dirigé vers l'océan Indien a été confirmé par Inmarsat. La société britannique de télécommunications par satellite a déclaré avoir pu déterminer la direction du vol du Boeing 777-200ER en analysant l'effet Doppler des signaux ping périodiques émis automatiquement par l'avion. Bien que les systèmes de communication et de rapport principaux du MH370 aient été désactivés, l'un des satellites d'Inmarsat a tout de même continué à recevoir 7 signaux automatiques ping émis chaque heure. Le dernier signal a été enregistré à 8h11 le 8 mars. En analysant ces pings, les experts de la section d'enquête sur les accidents aériens AIB ont conclu que l'avion avait poursuivi son vol pendant au moins 7 heures supplémentaires, en suivant un couloir sud menant à l'océan Indien, pour s'écraser dans la 7e courbe de recherche, dans une zone à l'ouest des eaux territoriales australiennes, à plus de 4000 mètres de profondeur. Pour appuyer cette hypothèse, les experts ont rappelé que l'avion était équipé d'un émetteur de localisation sous-marin, dont la batterie pouvait fonctionner jusqu'à 40 jours après un crash. En cas d'impact suffisamment violent, un son peut être généré et détecté par un dispositif sous-marin appelé hydrophone. Et effectivement, certains signaux acoustiques possiblement liés au MH370 ont bien été enregistrés. Une fois la zone de crash située dans l'océan Indien, l'Agence australienne de sécurité maritime, la marine malaisienne, l'Indonésie, l'armée de l'air américaine et d'autres pays ont lancé une opération de recherche massive, l'une des plus coûteuses et complexes de l'histoire aéronautique. Malgré l'absence de résultats final concluants, plusieurs débris supposés appartenir à l'avion disparu ont été retrouvés. Le 29 juillet 2015, le tout premier morceau, recouvert de bananes, a échoué sur les côtes de l'île de la Réunion, un petit territoire français de l'océan Indien situé à 700 km à l'est de Madagascar. Le numéro de série encore lisible a permis d'identifier qu'il s'agissait d'un volet de bord de fuite d'un Boeing 777. D'autres débris ont été découverts sur les plages d'Afrique du Sud, de Madagascar et du Mozambique, portant le total à 41 morceaux. Ces débris semblent confirmer que le MH370 s'est bel et bien écrasé dans le sud de l'océan Indien. À ce stade, une question intrigue profondément le public. Qui était le véritable auteur de ce détournement? Qui a pris le contrôle de l'avion et l'a volontairement fait s'abîmer dans la mer? Si c'était une organisation terroriste, elle aurait revendiqué l'attentat publiquement, accompagné de menaces contre la sécurité mondiale. Et si c'était une panne technique, l'avion n'aurait jamais pu parcourir une telle distance. Quant aux hypothèses de dimensions parallèles ou de trous noirs, elles relèvent clairement de la science-fiction. En réalité, dès les premières heures suivant la disparition, de nombreux pilotes, anciens commandants de bord, des experts, voire le premier ministre australien de l'époque, ont exprimé leur conviction que le commandant de bord, Zahari Ahmed Shah, était lui-même le pirate de l'air. Comme mentionné précédemment, Zahari faisait face à des problèmes conjugaux. Il est possible qu'il détournait l'avion dans une tentative de suicide. Un élément clé soutient fortement cette théorie. Peu après la disparition du MH370, les enquêteurs ont découvert un simulateur de vol sophistiqué, Microsoft Flight Simulator, chez le commandant. Un rapport de l'ATSB, Bureau australien de la sécurité des transports, a révélé que 6 semaines avant le vol, quelqu'un avait utilisé ce simulateur pour reproduire un itinéraire quasi identique à celui du MH370.
Passage par le détroit de Malacca, virage vers le sud de l'océan Indien. Et fin du vol, par épuisement du carburant. Ce n'est en aucun cas une théorie sensationnaliste. En 2015, dans le cas du vol Germanwings 9525, en raison d'une dépression sévère et d'intentions suicidaires, le copilote allemand a enfermé le commandant de bord hors du cockpit, puis a dirigé volontairement l'avion contre une montagne, causant la mort de tous les passagers et membres d'équipage. L'hypothèse devient d'autant plus crédible que le pirate de l'air du MH370 possédait des connaissances extrêmement avancées en aéronautique et sur les sciences aériennes internationaux, des compétences que seul un commandant expérimenté pouvait maîtriser. Il est très probable que Zahari ait demandé à son copilote de sortir de la cabine, par exemple pour aller chercher une boisson, puis verrouiller la porte derrière lui afin de passer à l'acte. C'est ce qui expliquerait pourquoi le copilote n'a pas pu regagner le cockpit et a tenté désespérément de passer des appels de détresse vers le sol. Dans le cas où le pirate de l'air n'était pas le commandant de bord, une chose est certaine, il s'agissait d'une personne hautement formée, un véritable expert en technologie aéronautique, infiltré à bord de l'avion et ayant réussi à prendre le contrôle du cockpit. Ou bien, selon certaines sources, ce serait la CIA elle-même qui, grâce à un système de surveillance sophistiqué, aurait pris le contrôle du MH370 à distance. Mais dans quel but? Seules les personnes impliquées peuvent le savoir. Dans le documentaire MH370 produit par Netflix, toutes sortes d'hypothèses sont explorées concernant la disparition de l'avion. Mais jamais il n'est question d'un suicide du commandant de bord. En fin de compte, retenons ceci. Que ce soit le commandant de bord ou une autre personne aux commandes, les soupçons peuvent exister. Mais le fait que l'avion ait été volontairement déconnecté de toute communication avec la Terre et dirigé vers l'océan est la théorie la plus largement soutenue par les experts aéronautiques et scientifiques. Les États n'auraient jamais dépensé des sommes colossales pour rechercher un avion dans l'immensité de l'océan si cela n'avait pas de sens. En réalité, ils connaissaient déjà en partie la réponse. Plus de 11 ans après la disparition du MH370, une nouvelle technologie de localisation appelée WSPR est venue apporter de nouveaux éléments sur le sort de l'avion. En août 2023, Richard Godfrey, un ingénieur aérospatial britannique à la retraite ayant travaillé pour la NASA, Boeing et Airbus, ainsi que ses collègues le Dr Anne Coetzee et le professeur Simon Maskell, avec le soutien de l'Université de Liverpool, Royaume-Uni, ont déclaré avoir utilisé la technologie WSPR pour retrouver la trace de l'avion disparu. WSPR signifie Weak Signal Propagation Reporter, un système de transmission radio utilisant des signaux très faibles via des ondes à haute fréquence. Il permet d'envoyer des signaux à travers le monde entier. Les fréquences utilisées varient généralement entre 3 MHz et 28 MHz, avec une puissance de transmission de 5 watts en continu pendant 110,6 secondes. Dans un rapport de 229 pages, les chercheurs expliquent que cette technologie a été développée pendant plus de 4 ans et les résultats obtenus correspondent de manière cohérente avec les analyses faites par Boeing et l'Université d'Australie occidentale à partir des débris retrouvés dans l'océan Indien. En effet, lorsqu'un avion traverse une zone WSPR, il perturbe le signal et ces interférences sont enregistrées dans une base de données mondiale. Un expert néerlandais a identifié 130 perturbations dans les signaux WSPR dans le sud de l'océan Indien, qu'il considère comme des preuves du dernier trajet du MH370. Ces perturbations cessent à un point situé juste en dehors de la 7e courbe, dans une zone jamais explorée auparavant. Ce nouvel emplacement se trouve à 4000 mètres de profondeur, à 1560 km à l'ouest des côtes australiennes. Pour confirmer ces hypothèses, Godfrey a mené un vol d'expérimentation avec un pilote expérimenté, simulant un trajet discret au-dessus de l'océan Indien, à différentes vitesses et altitudes. Une simulation de crash a ensuite été effectuée. Les données WSPR ont montré que le point d'impact réel et le point simulé étaient séparés de seulement 30 km. Godfrey a déclaré à la BBC « Il suffit d'une dernière opération de recherche. Nous sommes certains que nous trouverons le MH370. » Plus de 11 années se sont écoulées depuis cette nuit fatidique. Les enfants devenus orphelins ont grandi sans jamais comprendre pourquoi leurs parents ne sont jamais rentrés. Les épouses, mari, mère, père attendent encore, le regard tourné vers l'océan, espérant un signal,
Un signe. Des centaines d'enquêtes, des milliards de dollars dépensés, innombrables théories formulées, puis abandonnées. Mais à ce jour, la réponse définitive reste une énigme suspendue dans l'air. Seul cet avion, quelque part au fond de l'océan, à 4000 mètres de profondeur, détient la vérité. Mais l'espoir n'est pas totalement éteint. Grâce à de nouvelles technologies, de nouvelles données et des personnes qui n'abandonnent jamais, la recherche continue. Peut-être demain, peut-être l'année prochaine. Le jour où le dernier débris sera remonté à la surface, le mystère éternel pourra enfin être résolu. Que les victimes reposent en paix. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé ces informations utiles, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.